En moins de 2 ans, le Burkina Faso a renversé un ordre économique jugé immuable. D'un côté, des avertissements sur la fuite des capitaux, de l'autre, 18 milliards de dollars de recettes et une production d'or en nette hausse, un contraste qui a surpris les analystes. Ce basculement, porté par Ibrahim Traoré, change-t-il seulement des chiffres ou modifie-t-il la place du Sahel dans les rapports de force économiques qui vous concernent aussi? Un précédent vient peut-être d'être posé. Ce qui se joue ici dépasse un simple succès national ou une séquence économique favorable. L'histoire qui s'ouvre au Burkina Faso pose une question centrale. Un État longtemps perçu comme fragile peut-il reprendre la main sur ses ressources sans provoquer d'instabilité durable? La promesse est claire, claire. Comprendre comment une série de décisions économiques a modifié l'équilibre entre souveraineté, croissance et pression extérieure, et pourquoi ce cas précis retient désormais l'attention bien au-delà du Sahel. L'enjeu compte maintenant, car il touche à un nœud que beaucoup de pays en développement affrontent sans toujours le formuler. Ainsi, rester dépendant de règles écrites ailleurs ou tenter de les réviser au risque de réactions internationales. Ce choix n'est pas abstrait. Il influence la capacité à financer des infrastructures, à créer de l'emploi local et à réduire la vulnérabilité face aux chocs extérieurs. Suivre cette trajectoire permet aussi de mesurer ce qui relève d'un contexte exceptionnel et ce qui pourrait, à terme, servir de référence régionale. La suite va donc distinguer les faits, les mécanismes et les limites, avant toute conclusion hâtive. La surprise n'est pas venue d'un discours, mais d'un chiffre. 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or annoncé en 2023. Pour un pays classé parmi les économies les plus vulnérables du Sahel, ce montant a agi comme un signal de rupture. En quelques mois, le Burkina Faso est passé du statut de terrain à risque à celui de cas d'école observé par les analystes régionaux. Ce fait révélateur oblige à revenir en arrière. Avant ce tournant, l'économie burkinabé reposait sur un modèle largement hérité des décennies précédentes. Concessions minières dominées par des intérêts étrangers, fiscalité peu contrôlée et faible captation de la valeur par l'État. Les ressources existaient, mais leur transformation en recettes publiques restait limitée. Dans ce cadre, l'or représentait une richesse extraite, rarement un levier de politique économique. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré a engagé une série de décisions qualifiées d'audacieuses par ses partisans et de risquées par ses critiques. La nationalisation partielle de certaines entreprises minières et le lancement d'audits fiscaux ont constitué le cœur de cette stratégie. L'objectif affiché n'était pas l'arrêt de l'exploitation, mais la redéfinition des règles. Qui contrôle, qui perçoit, et selon quelles conditions. Le résultat immédiat a surpris. Contrairement au scénario anticipant une chute de la production ou un retrait massif des opérateurs, les données disponibles ont montré une hausse d'environ 20% de la production d'or l'année suivante. Ce contraste entre attentes négatives et évolution réelle explique pourquoi le cas burkinabé a rapidement dépassé les frontières nationales. Cette séquence s'inscrit aussi dans un moment régional particulier. Le Sahel traverse une phase de remise en question de ses relations économiques extérieures, marquée par des débats sur la souveraineté, la sécurité et la dépendance financière. Le Burkina Faso n'a pas créé ces tensions, mais il a donné une forme concrète à une interrogation latente. Est-il possible de corriger un modèle extractif sans provoquer d'effondrement économique? En posant cette question par l'action, Ibrahim Traoré a déplacé le débat du registre théorique vers celui des faits mesurables. C'est ce déplacement qui explique l'attention persistante autour de cette expérience, bien avant toute tentative de généralisation. Pour comprendre comment ces choix se traduisent au-delà des tableaux macroéconomiques, il faut regarder les premiers effets observables sur le terrain. Dans plusieurs zones minières, les réformes ont modifié la relation entre l'État, les opérateurs et les communautés locales. Là où les décisions semblaient auparavant lointaines, des changements administratifs précis ont commencé à produire des effets visibles.
Un premier cas souvent cité concerne la régularisation fiscale des concessions. Les audits engagés ont conduit à la récupération d'arriérés jusque-là contestés ou ignorés. Pour l'administration, cela a signifié une amélioration rapide de la trésorerie publique. Pour les acteurs locaux, cela s'est traduit par une reprise de projets suspendus, notamment dans les infrastructures de base liées aux sites d'exploitation. Routes d'accès, équipements collectifs et services annexes ont été remis à l'agenda, non comme promesse, mais comme ligne budgétaire identifiée. Un second effet est apparu dans l'emploi. La poursuite de l'extraction, combinée à une production en hausse, a maintenu la demande de main-d'œuvre dans des régions rurales souvent marginalisées. Les emplois créés ou stabilisés n'ont pas transformé instantanément le tissu social, mais ils ont réduit l'incertitude à court terme pour des milliers de familles dépendantes du secteur minier. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré joue le rôle de personnage guide, non par sa présence permanente, mais par l'orientation donnée aux institutions. Les décisions ne reposent pas sur un projet individuel, mais sur une réaffirmation du rôle de l'État comme arbitre économique. Cette posture explique pourquoi les effets initiaux sont apparus rapidement, sans bouleverser l'ensemble des structures existantes. La question centrale devient alors simple et directe. Ces premiers impacts constituent-ils une base durable ou seulement un répit conjoncturel ? Tout commence par une décision administrative qui, à première vue, paraît technique. Le gouvernement burkinabé annonce une nationalisation partielle de certaines participations minières et l'ouverture systématique d'audits fiscaux sur les concessions existantes. Ce déclenchement n'est pas présenté comme une rupture idéologique, mais comme une opération de remise à plat des règles en vigueur. Pourtant, il suffit de quelques semaines pour que la mesure produise une onde de choc à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. La montée en tension est rapide. Des partenaires étrangers expriment leurs inquiétudes, évoquant un climat d'incertitude et le risque d'un retrait progressif des investisseurs. Dans le même temps, des observateurs régionaux redoutent un ralentissement de la production, scénario déjà observé ailleurs lorsque l'État renforce son contrôle. À ce stade, l'enjeu n'est plus seulement économique, il devient politique et symbolique, car il touche à la capacité d'un pays du Sahel à redéfinir un secteur stratégique sans perdre sa crédibilité. C'est précisément dans cette phase que l'approche d'Ibrahim Traoré se distingue. Plutôt que de suspendre l'exploitation ou de rompre les contrats existants, les autorités maintiennent la continuité opérationnelle. Les mines continuent de fonctionner, les exportations se poursuivent et les discussions se déplacent vers les modalités de partage des revenus et de conformité fiscale. Cette continuité limite l'effet de panique redouté et crée un espace de négociation plutôt que de confrontation frontale. Les premières répercussions apparaissent ensuite dans les chiffres publics. Les recettes issues de l'or augmentent de manière significative, non pas parce que le sous-sol a changé, mais parce que la part captée par l'État s'élargit. Cette évolution agit comme un signal interne. Les réformes ne bloquent pas l'activité, elles modifient la répartition de la valeur. Pour l'administration, cela se traduit par une capacité accrue à planifier des dépenses, au lieu de gérer l'urgence permanente. Sur le plan régional, l'épisode est observé avec attention. Certains gouvernements y voient une confirmation qu'un ajustement progressif est possible. D'autres restent prudents, estimant que le succès initial pourrait masquer des fragilités futures. Quoi qu'il en soit, la séquence a déjà produit un effet durable. Elle a déplacé le débat, de la crainte automatique d'un effondrement vers l'analyse concrète des mécanismes. La question n'est donc plus de savoir si le changement a eu lieu, mais jusqu'où ces répercussions peuvent s'étendre sans perdre leur équilibre. Au point de départ, les recettes aurifères tournaient autour de 12 milliards de dollars, puis elles ont atteint 18 milliards en l'espace d'une année, un écart qui résume à lui seul le changement observé. Cette progression ne signifie pas une découverte soudaine de nouveaux gisements, mais une modification de la façon dont la valeur existante est enregistrée et redistribuée. Le chiffre agit ici comme un marqueur. Il indique moins une explosion de richesse
qu'un ajustement de capture. Le premier indicateur à considérer est donc celui des recettes publiques. Avant les réformes, une part importante des revenus issus de l'or échappait au budget national, dilués dans des mécanismes fiscaux complexes ou des arriérés non recouvrés. Après l'introduction des audits et la renégociation partielle des concessions, l'État a élargi son assiette réelle. Passer de 12 à 18 milliards signifie concrètement plus de marge de manœuvre budgétaire, sans augmenter la pression sur les citoyens ordinaires. Le deuxième indicateur concerne la production physique. Les données communiquées font état d'une hausse d'environ 20% de la production d'or sur la période suivante. Ce pourcentage est central, car il contredit l'argument selon lequel un contrôle accru de l'État conduirait mécaniquement à un ralentissement de l'activité. Ici, l'augmentation suggère que la continuité opérationnelle a été préservée et que les opérateurs ont continué à produire dans un cadre réglementaire modifié mais fonctionnel. Autrement dit, la réforme n'a pas gelé le secteur, elle l'a réencadré. Un troisième chiffre permet de compléter la lecture. Une augmentation d'environ 15% des investissements dans les infrastructures locales, annoncée par les autorités financières l'année suivante. Ce taux n'est pas spectaculaire à l'échelle mondiale, mais il est significatif dans un contexte sahélien marqué par des besoins chroniques. Il indique que les recettes supplémentaires ne sont pas restées abstraites, mais ont été redirigées vers des projets concrets, notamment dans les zones liées à l'exploitation minière. Pris ensemble, ces trois repères chiffrés dessinent une trajectoire cohérente. Ils montrent une transition d'un modèle où la richesse est extraite sans véritable levier public vers un modèle où l'État retrouve une capacité d'allocation. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la logique n'a pas été de multiplier les chiffres, mais de rendre visibles ceux qui existaient déjà de manière diffuse. Cela ne suffit pas à garantir la durabilité du modèle, mais cela permet de dépasser le débat idéologique. Les données ne prouvent pas que tout est réglé. Elles montrent que les scénarios d'effondrement immédiat ne se sont pas matérialisés. À ce stade, le changement est mesurable, et c'est précisément ce caractère mesuré qui alimente l'intérêt régional. Les critiques du modèle mis en place au Burkina Faso ne manquent pas, et les plus sérieuses méritent d'être examinées sans caricature. La première objection concerne la fuite des investisseurs étrangers. Selon cette lecture, toute nationalisation partielle ou renforcement du contrôle étatique envoie un signal négatif au marché. Les entreprises, craignant une instabilité juridique ou politique, réduiraient leurs engagements, ce qui finirait par affaiblir la production et les recettes à moyen terme. Cette crainte s'appuie sur des précédents observés dans d'autres régions, où des changements brusques de règles ont effectivement provoqué des retraits rapides de capitaux. La seconde objection porte sur la capacité administrative de l'État. Gérer un secteur minier complexe exige des compétences techniques, des systèmes de contrôle et une stabilité institutionnelle que certains estiment insuffisantes dans un pays confronté à des défis sécuritaires et budgétaires. Dans cette perspective, même si les intentions sont légitimes, le risque serait de créer des goulets d'étranglement, des retards ou de nouvelles formes d'inefficacité, annulant progressivement les gains initiaux. Ces deux arguments forment une formulation la plus solide, cohérente, car ils ne reposent pas sur une opposition idéologique, mais sur des risques réels. Pourtant, les données disponibles jusqu'à présent nuancent fortement ces scénarios. D'une part, aucune chute brutale de la production n'a été observée. Au contraire, la hausse mesurée de l'extraction suggère que les opérateurs ont continué à fonctionner malgré un cadre plus contraignant. Cela indique que la prévisibilité minimale des règles a été maintenue, condition essentielle pour éviter un retrait massif. D'autre part, les audits fiscaux et la récupération d'arriérés montrent une montée en capacité ciblée de l'administration. Il ne s'agit pas d'une maîtrise parfaite de l'ensemble du secteur, mais d'une amélioration suffisante pour corriger des déséquilibres anciens. Autrement dit, l'État n'a pas tout pris en charge. Il a choisi des leviers précis où l'impact était immédiat et mesurable. Ainsi, les objections ne sont pas invalidées en théorie,
mais partiellement contredite en pratique. Elle reste pertinente pour l'avenir, surtout si le modèle devait être étendu ou durci. À ce stade, cependant, elle n'explique pas, elle seule, les résultats observés. Le débat se déplace donc. Il ne porte plus sur la faisabilité immédiate, mais sur la capacité à maintenir cet équilibre dans le temps. Le véritable basculement s'opère ailleurs, dans la manière dont l'État se repositionne face à l'économie réelle. Jusque-là, le débat portait surtout sur la propriété des ressources et sur la part des revenus captés par le budget national. À mi-parcours, une lecture plus fine s'impose. Ce qui évolue, c'est la capacité à transformer des décisions politiques en mécanismes administratifs cohérents, sans interrompre l'activité existante. Ce point est souvent sous-estimé. Beaucoup d'expériences similaires ont échoué non par manque de volonté, mais par incapacité à articuler contrôle et continuité. Ici, la logique a été différente. Les réformes n'ont pas cherché à remplacer brutalement les acteurs en place, mais à recalibrer les règles du jeu, en conservant les flux économiques essentiels. Cette approche explique pourquoi les tensions initiales n'ont pas dégénéré en rupture durable. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme le symbole d'une reprise de souveraineté, mais comme le catalyseur d'un déplacement institutionnel. L'État cesse d'être un observateur ou un simple bénéficiaire passif. Il devient un arbitre actif, capable de corriger sans paralyser. Ce rôle intermédiaire est rarement mis en avant, car il produit peu d'images spectaculaires, mais il conditionne la suite. Ce milieu de parcours marque donc un tournant analytique. La question n'est plus de savoir si le modèle choque ou rassure, mais s'il peut être reproduit sans perdre cette capacité d'ajustement. C'est à partir de ce point que les conséquences concrètes deviennent plus lisibles pour les acteurs locaux comme pour l'environnement régional. Les effets de cette réorientation économique ne se lisent pas de la même manière selon les acteurs impliqués. Pour l'État, l'impact le plus immédiat est budgétaire. L'augmentation des recettes liées alors a renforcé la capacité de planification, en permettant de passer d'une gestion sous contrainte permanente à une allocation plus prévisible des ressources. Cette marge nouvelle ne résout pas tous les déséquilibres, mais elle offre un espace décisionnel élargi, notamment pour les dépenses d'infrastructures et les services publics essentiels. L'enjeu, pour les institutions, est désormais de transformer ce surcroît de recettes en résultats visibles, afin de maintenir la crédibilité des réformes. Du côté des entreprises minières, la situation est plus nuancée. Les règles se sont durcies, en particulier sur le plan fiscal et déclaratif, ce qui a accru les coûts de conformité. Cependant, la continuité de l'exploitation et l'absence de rupture contractuelle massive ont limité l'incertitude. Pour les opérateurs capables de s'adapter, le cadre reste lisible. Cette stabilité relative explique pourquoi la production ne s'est pas effondrée, malgré les discours alarmistes initiaux. À court terme, le secteur fonctionne dans un équilibre plus contraint, mais aussi plus prévisible. Pour les citoyens, les conséquences sont moins immédiates, mais elles commencent à se matérialiser. Dans les zones minières, le maintien de l'activité a protégé l'emploi local, tandis que les investissements publics supplémentaires ont permis de relancer certains projets longtemps reportés. Ces améliorations restent inégales et parfois fragiles, mais elles modifient la perception d'un État longtemps jugé absent ou impuissant. La redistribution n'est pas totale, mais elle devient tangible, ce qui renforce l'adhésion sociale aux réformes. Enfin, à l'échelle régionale, l'impact dépasse le seul cas burkinabé. Les pays voisins observent attentivement cette trajectoire, non comme un modèle clé en main, mais comme une expérience test. Le fait que les réformes n'aient pas provoqué de choc immédiat alimente un débat plus large sur la souveraineté économique au Sahel. Ibrahim Traoré, par l'effet cumulé des décisions prises, a déplacé la référence. La question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais comment agir sans rompre les équilibres existants. Ces conséquences, différenciées mais convergentes, dessinent une réalité intermédiaire. Elles ne valident ni un triomphe définitif, ni un échec annoncé. Elles posent plutôt une interrogation commune à tous les acteurs.
Cette phase d'ajustement peut-elle se transformer en trajectoire durable? Ou restera-t-elle une exception liée au contexte actuel? Le premier scénario, souvent considéré comme le scénario de base, repose sur la continuité prudente des réformes engagées. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso maintient le cadre actuel: contrôle fiscal renforcé, participation étatique ciblée et dialogue fonctionnel avec les opérateurs. Les recettes restent élevées, sans progression spectaculaire. La production se stabilise et les investissements publics continuent à un rythme soutenu mais mesuré. Ce scénario suppose une gestion attentive des équilibres, où l'objectif principal n'est pas d'aller plus vite, mais de consolider ce qui fonctionne déjà. Il implique aussi une capacité à absorber les tensions extérieures sans escalade majeure. Le scénario optimiste imagine une montée en puissance maîtrisée. Les mécanismes mis en place gagnent en efficacité administrative, réduisant encore les pertes fiscales et améliorant la transparence. Dans ce cas, les recettes supplémentaires permettent d'accélérer certains projets structurants, notamment dans les infrastructures et les secteurs connexes à l'activité minière. La confiance interne s'améliore et des partenariats nouveaux, plus sélectifs, remplacent progressivement les relations anciennes, jugées déséquilibrées. Ibrahim Traoré apparaît alors comme le point d'ancrage d'une transformation plus large, capable d'attirer des acteurs prêts à opérer dans un cadre plus exigeant mais plus stable. Le scénario pessimiste, enfin, met en avant les risques géopolitiques et institutionnels. Une dégradation des relations avec certains partenaires internationaux, combinée à des pressions économiques ou diplomatiques, pourrait réduire les marges de manœuvre financières. Dans ce contexte, les réformes seraient freinées, non par leur logique interne, mais par un environnement extérieur moins tolérant. Les tensions internes pourraient s'accentuer si les bénéfices attendus tardent à se matérialiser pour la population. Ce scénario ne présume pas d'un effondrement, mais d'un ralentissement susceptible d'éroder la dynamique initiale. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Elles dessinent plutôt un éventail de possibles, conditionnés par un facteur clé: la capacité à ajuster le rythme des réformes sans perdre la cohérence d'ensemble. La question centrale devient alors moins idéologique que stratégique. Dans un environnement incertain, savoir quand consolider et quand avancer constitue peut-être la décision la plus déterminante. À ce stade, l'analyse peut sembler lointaine, réservée au gouvernement, aux entreprises minières ou aux institutions régionales. Pourtant, les effets décrits finissent toujours par toucher des cercles plus larges, y compris ceux qui n'ont aucun lien direct avec le Burkina Faso. La raison est simple: les choix économiques opérés dans une région instable influencent des équilibres plus vastes, qu'il s'agisse de marchés, de politiques de coopération ou de dynamiques migratoires. Pour les citoyens des pays voisins, l'expérience burkinabé agit comme un signal. Elle montre que les trajectoires économiques ne sont pas figées et que des ajustements sont possibles sans effondrement immédiat. Cette perception modifie les attentes vis-à-vis des dirigeants nationaux en introduisant une comparaison implicite. Si un pays parvient à reprendre une partie du contrôle de ses ressources, pourquoi pas un autre? Ce glissement, même diffus, pèse sur les débats publics régionaux. Pour les acteurs économiques extérieurs, y compris les entreprises et les investisseurs, le cas burkinabé rappelle que la stabilité ne repose pas uniquement sur des règles immuables, mais aussi sur leur légitimité locale. Un cadre plus exigeant peut rester attractif s'il est lisible et appliqué de manière cohérente. Cette leçon dépasse largement le secteur minier et concerne toute relation économique avec des États en recomposition. Enfin, pour un public plus large, cette séquence interroge la notion même de souveraineté économique. Elle invite à dépasser les slogans pour observer les mécanismes concrets: audit, fiscalité, continuité administrative. Comprendre ces leviers permet de lire autrement les annonces politiques, ailleurs comme ici, et d'évaluer ce qui relève d'un effet d'annonce ou d'un changement structurel. En ce sens, le cas du Burkina Faso ne dicte pas une position à adopter. Il propose plutôt une grille de lecture. À chacun ensuite
de se demander comment interpréter ces signaux et ce qu'ils disent des transformations économiques possibles dans un monde de plus en plus fragmenté. Si l'expérience burkinabé devait être traduite en une logique opérationnelle, elle tiendrait moins à des slogans qu'à une séquence d'actions précises. La première étape concerne la clarification des règles. Auditer, publier et stabiliser le cadre fiscal permet de réduire l'incertitude sans interrompre l'activité. Cette phase n'exige pas une refonte totale, mais une hiérarchisation claire des priorités, afin que les acteurs sachent à quoi s'en tenir. La deuxième étape porte sur la continuité administrative. Maintenir les opérations existantes tout en ajustant les mécanismes de contrôle évite les chocs brutaux. Dans le cas du Burkina Faso, cette continuité a limité les réactions de panique et laissé le temps aux institutions de s'adapter. C'est un point central. Réformer sans paralyser suppose une coordination étroite entre autorités politiques et structures techniques. La troisième étape vise la réaffectation mesurable des recettes. Les gains supplémentaires n'ont d'effet durable que s'ils sont orientés vers des usages visibles et suivis. Infrastructures, services de base ou investissements productifs constituent des indicateurs concrets, plus parlants que des annonces globales. Cette traçabilité renforce la confiance interne et réduit le risque de contestation sociale. Une quatrième étape, souvent sous-estimée, concerne le dialogue externe. Rééquilibrer les relations ne signifie pas rompre tous les partenariats. Il s'agit plutôt de redéfinir les termes de la coopération en conservant des canaux ouverts avec les acteurs disposés à opérer dans un cadre révisé. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette approche a privilégié l'ajustement progressif plutôt que l'isolement. Enfin, une cinquième étape touche à l'évaluation continue. Aucun modèle n'est figé. Mesurer régulièrement les effets, corriger les dérives et accepter des ajustements conditionne la durabilité de l'ensemble. Cette logique transforme une réforme ponctuelle en trajectoire adaptable, capable de résister aux pressions internes et externes. Cette feuille de route n'est ni universelle ni garantie de succès. Elle dessine simplement un chemin possible, fondé sur des mécanismes observables plutôt que sur des intentions. La question reste ouverte. Ce cadre peut-il tenir dans le temps ou devra-t-il être profondément révisé face aux prochains défis? Pour mesurer la portée réelle de cette trajectoire, il faut revenir là où tout devient tangible. Les territoires concernés par l'extraction, évoqués plutôt comme premiers espaces d'impact. Ce sont ces lieux, longtemps relégués à la périphérie des décisions, qui servent aujourd'hui de baromètre silencieux. Routes réhabilitées, projets repris, emplois maintenus, rien n'est spectaculaire pris isolément, mais l'ensemble compose un changement de perception. L'État n'apparaît plus uniquement comme une entité lointaine, mais comme un acteur capable d'agir sans tout bouleverser. C'est dans cette zone intermédiaire, entre attentes et résultats concrets, que se situe la portée symbolique du moment. Ibrahim Traoré n'est pas seulement associé à des chiffres ou à des réformes techniques. Il incarne, pour une partie de la population et des observateurs régionaux, l'idée qu'une marge de manœuvre existe encore, même dans un environnement contraint. Cette idée, plus que les montants annoncés, alimente l'attention et parfois l'espoir. Le rappel au terrain est essentiel, car il évite deux écueils opposés, l'idéalisation excessive et le scepticisme automatique. Les changements observés restent fragiles, dépendant de la continuité des choix et de la capacité à gérer les tensions futures. Mais ils sont réels, inscrits dans des décisions suivies d'effets mesurables, et non dans de simples déclarations. En refermant ce parcours, une phrase s'impose comme point d'ancrage. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit pas à pas. C'est cette construction progressive, encore inachevée, qui donne à l'expérience burkinabé sa dimension particulière et explique pourquoi elle continue de susciter débats et projections bien au-delà de ses frontières. Arrivé à ce point, le parcours proposé ne cherche pas à imposer une lecture unique ni à conclure par un verdict définitif. L'expérience du Burkina Faso
portée dans ce moment précis par des choix politiques et économiques identifiables, ouvre surtout un espace de réflexion. Elle invite à observer comment des décisions concrètes peuvent modifier des équilibres longtemps considérés comme intangibles, sans pour autant effacer les contraintes structurelles ni les risques persistants. Ce récit ne demande pas l'adhésion. Il suggère plutôt une posture d'attention. Dans un contexte international marqué par la fragmentation et la remise en question des modèles établis, savoir distinguer les transformations durables des effets temporaires devient essentiel. Le cas étudié rappelle que la souveraineté économique n'est ni un slogan ni une garantie, mais un processus fait d'arbitrage, de compromis et d'ajustement continu. Pour le lecteur, l'enjeu est alors moins de juger que de comparer. Comparer avec d'autres trajectoires, d'autres régions, d'autres choix politiques. Se demander ce qui relève du contexte local et ce qui pourrait, sous certaines conditions, trouver un écho ailleurs. Cette démarche critique permet de dépasser la fascination comme le rejet réflexe. La question finale reste volontairement ouverte. Dans un monde où les règles économiques évoluent sous pression, quelles expériences mérite-t-on de suivre de près? Et selon quels critères les évaluer, au-delà des discours et des promesses?